Bonsoir à toutes et à tous. S'il regarde les sondages quotidiens, il a de quoi se rassurer. Alain Juppé est aujourd'hui sur le papier celui qui a le plus de chances de devenir le prochain président. Ses multiples adversaires à droite lui promettent des lendemains qui déchantent, mais pour l'instant, il consolide son avance. Ses opposants à gauche le provoquent et cherchent à le faire entrer dans l'arène, mais Alain Juppé décline son projet à son rythme. Ce soir, avec nos experts, nos témoins, la popularité ne suffira pas. Qu'a-t-il à dire à une jeunesse qui défile contre la loi El Khomri? Quelle est sa vision d'une Europe qui se perd face à la crise des migrants? Il veut réformer, mais quelle serait sa méthode? Il sera face à vous, face à nos témoins, nos experts. Portrait signé Fabrice Sos, Grégory Roudier. C'est politique, c'est parti. Promenez un peu, vous êtes des touristes? Oui, moi oui. Vous venez d'où? La région parisienne. Ah oui, très bien. Bienvenue. Merci. Si vous attendez ce soir, le pont va se lever. Le pont, c'est son bébé inauguré il y a 3 ans. Sa fierté, qu'il aime montrer aux visiteurs, tout comme ses quais rénovés. Une promenade le long de la puissante Garonne, le lieu préféré d'Alain Juppé à Bordeaux. Ah super. Quand j'ai été élu maire, l'espace où nous marchons, c'était des hangars en ruine, c'était des grilles rouillées qui interdisaient l'accès au quai. Bien sûr, j'ai pas fait tout seul, mais j'y suis pour quelque chose et c'est vrai que ça me fait plaisir. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est la reconnaissance des Bordelaises et des Bordelais. S'ils m'ont réélu la dernière fois avec près de 62% des voix au premier tour, c'est pas un hasard. C'est parce que voilà, ils sentent bien qu'on a fait des choses, qu'on a transformé la ville, qu'on a travaillé pour eux et qu'ils apprécient ce qui a été fait. Il faudrait que les Français pensent comme les Bordelais demain. On peut espérer, on verra. Il faut le faire aussi. Voilà. Faut le faire, ce qu'il a fait à Bordeaux en 21 ans. En tout cas, c'est l'opinion de tous ici. Réunion ce matin-là du gouvernement de la ville, sous la direction du président de Bordeaux Métropole. Je te remercie de défendre les intérêts de Bordeaux mieux que moi. Tu vois, je fais un sacrifice pour Bordeaux comme d'habitude. C'est là que ça se passe. Alain Juppé fait de sa ville un laboratoire d'idées, un test de sa méthode, pourquoi pas applicable à sa France de demain. Et là aussi, passer de l'étude à l'opérationnel, c'est ça mon obsession. Faire en sorte que les projets sortent de terre. Non, on ne voit pas trop de grues ici. Bordeaux est un champ où l'on cultive des grues et des tramways, déjà 3 lignes, bientôt une 4e. Bordeaux écolo, qui attire 10 000 nouveaux habitants en 6 ans. Un projet d'embellissement qui séduit les entreprises et même les opposants politiques du maire. Alain Juppé a changé, c'est l'année d'exil qu'il a passé au Canada. 2005-2006, effectivement, exil judiciaire au Canada. Et l'Alain Juppé qui nous est revenu après était très différent de l'Alain Juppé de 1995, c'est-à-dire celui qu'on avait connu, le Premier ministre arrogant, droit dans ses bottes. Pendant cette période-là, il a pu aller à la rencontre des Inuits du Grand Nord canadien et se rendre compte de visu des dégâts du réchauffement climatique. Une patte écolo qu'Alain Juppé cultive en campagne, comme ici à Port-en-Bessin, dans le Calvados, à 652 km de Bordeaux. Rencontre organisée avec des pêcheurs sur un chalutier. Eh bien, ça marche en ce moment. La ressource est là. La ressource est là. Il y a du poisson. Ouais. Mais on n'a pas les quotas qu'il faut. Eh oui. Voilà. Vous pourriez pêcher plus. Oh bah oui. La ressource est abondante parce que vous avez su faire ce qu'il fallait aussi. Pour, Les pêcheurs sont des gens très très responsables. Ressources, main-d'œuvre, le vieux loup de mer a réponse à tout. On n'arrive pas à retrouver des bons matelots comme des gars qui partent en retraite. Il faut les former. Ouais. Mais ceux qui ont de l'expérience, parfois, ils sont mieux que ceux qui n'en ont pas. Ça se construit avec le temps. Ouais, d'accord, avant de la retraite. C'est là qu'on a les meilleurs. Allez, on va faire un petit peu de politique. Monsieur, voilà. Faire un petit peu de politique. Toujours avec modération, sa recette bordelaise. Revenir à quai, sans prendre de risques. Avant de prendre le large, il l'espère, dans la longue traversée des primaires. Ils font un beau métier, ils le font avec passion. C'est bien. Allez, au revoir. Merci.
Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir, Pour Caro. vous interroger ce soir à mes côtés, des experts et des témoins, je vais faire les présentations. Marthe Corpet, vous êtes étudiante en droit, vous avez manifesté contre la loi El Khomri et vous refusez, vous nous direz pourquoi tout à l'heure, qu'on vous donne le choix entre chômage et précarité. François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants, pour vous le démantèlement de Calais n'est certainement pas la solution, nous y reviendrons. Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, veut en savoir plus sur la méthode Alain Juppé, notamment en matière de réforme structurelle. Enfin, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, a les chiffres en main et vous reviendrez avec nous sur les forces et les faiblesses du candidat Juppé. Pour commencer cette émission, nous allons venir naturellement sur les sujets lourds d'actualité. Mais j'aimerais que vous rassuriez le premier secrétaire du Parti socialiste, Alain Juppé. Il a envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant « Quelqu'un a des nouvelles d'Alain Juppé, il est en vacances, il n'a d'idée sur rien, loi travail, réfugiés, croissance, vous vous cachez ?» Je lui ai répondu qu'il y a 3 jours, j'étais à Halluin, dans la 10e circonscription du Nord, et que j'ai constaté que c'était le candidat du Parti socialiste qui était en vacances, parce qu'il avait été balayé au premier tour. C'est de la polémique politicienne. Moi, je fais mon boulot comme j'ai envie de le faire. À votre rythme, c'est ça que vous voulez dire? À mon rythme, mais surtout en allant parler aux Françaises et aux Français, les écouter, leur parler aussi, leur dire ce que je leur propose et construire ainsi mon projet. Donc, à Le 1, la semaine dernière, le Calvados, on vient de le voir, j'ai vu des pêcheurs, j'ai vu des maires, j'ai vu aussi des chasseurs le lendemain. Sans prendre de risques, Alain Juppé. Est-ce que le meilleur... Qu'est-ce que ça veut dire, prendre de risques? Ça veut dire expliquer mes idées. Quand je dis que je veux redonner aux entreprises la liberté de négocier le temps de travail, c'est-à-dire mettre un terme aux 35 heures, je ne prends pas de risque. Quand je dis que je veux abroger l'ISF parce que c'est un impôt antiproductif, je ne prends pas de risque. Quand je dis que je veux porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, ce sont toutes des propositions qui sont défendues aussi par vos camarades, on va dire, candidats de droite à la primaire. Ça tombe sous le... Alors eux prennent des risques et pas moi. Vous l'entendez cette petite musique, vous savez très bien pourquoi je vous interroge. Non, pas du tout. Certains de vos adversaires, à droite et à gauche, parce que vous en avez à droite et à gauche, considèrent que la campagne Juppé, c'est une campagne un peu force tranquille, quoi. Vous gérez votre avance dans les sondages. Je travaille, je publie mes livres. Peu de mes concurrents en ont fait autant que moi. J'ai publié un premier livre sur l'éducation. Ça a surpris parce que c'est un sujet sur lequel on n'attend pas d'habitude les candidats de la droite. J'ai publié un livre sur les fonctions régaliennes de l'État qui a eu un certain écho. Et prépare le prochain. Vous voyez que ma méthode est assez lourde et assez chargée. Et pour l'instant, elle est confirmée par des sondages qui restent très bons. Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste des petites phrases médiatiques sans lendemain. Peut-être que je ne parle pas suffisamment aux journalistes, je veux bien le reconnaître, je vais essayer de m'améliorer. On en vient au sujet de fond et vous savez qu'on a 1h20 pour le faire. Je commençais avec un trait d'humour, ça n'est pas si grave. Alors, Salah Abdeslam a passé sa première nuit en prison à Bruges. Pendant 4 mois, il est passé entre les mailles du filet. On l'a retrouvé à 1 kilomètre de l'immeuble où il a grandi. À l'heure où on se parle, qu'est-ce qu'il emporte chez vous? Une forme de colère vis-à-vis des failles, du temps qu'il a fallu pour interpeller Abdeslam ou la satisfaction de voir l'un des auteurs des attentats du 13 novembre interpellé? J'ai dit bravo et merci à tous ceux qui l'ont interpellé, c'est-à-dire aux policiers, aux magistrats belges, en étroite coopération avec les Français. Et il faut maintenant le traduire évidemment en justice, non pas l'extrader, parce que vous avez remarqué que l'extradition entre 2 pays membres de l'Union européenne n'existe plus. Il faut le transférer à l'application du mandat d'arrêt européen dont il est l'objet. Alors il faut aussi évidemment évaluer les failles qu'il y a pu avoir. Ces failles, on les connaît. Depuis plusieurs années, on voit bien que notre système de renseignement, le nôtre, celui de nos partenaires européens, ne sont pas au top et que nous avons beaucoup de progrès à faire. J'ai traité d'ailleurs cette question un peu dans le bouquin que j'évoquais tout à l'heure. On constate que le renseignement territorial, celui qui est le plus proche des gens, de ce qui se passe dans nos communes, dans nos villages aussi, dans notre espace rural, dans nos villes, ce renseignement territorial a été un peu perdu de vue. La gendarmerie nationale, par exemple, qui contrôle, qui a la responsabilité de 90% du territoire, n'est pas suffisamment incluse dans la communauté du renseignement. Et puis il faut accentuer la coordination entre les grands pays européens. Et c'est ça le sujet, bien entendu, vous avez raison. Molenbeek, est-ce qu'on peut accepter qu'aux portes de la France, on ait au fond Molenbeek qu'on présente comme la base arrière du terrorisme? C'était aussi là qu'avait grandi Abdelhamid Abaoud. C'est un endroit qui est identifié comme tel depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu une forme de laxisme, une forme de naïveté
de la part des autorités belges. Sans doute, mais c'est encore m'accuser de mener une campagne soft. Je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans le chou des autorités belges, comme je vois certains parlementaires le faire aujourd'hui. Demandons aux Belges de coopérer avec nous, de resserrer les liens de nos services de renseignement, d'améliorer ce qui existe, plutôt que de faire le procès de tel ou tel. À quoi ça sert d'accuser toujours les autres? C'est parfois la colère qui commande. Oui, bien sûr, la colère, peut-être peut-être mauvaise conseillère aussi. Ce qui compte, c'est l'action, c'est pas la colère. C'est comment on rectifie ce qui ne marche pas, comment on analyse ce qui ne marche pas. Il y a une commission d'enquête parlementaire en ce moment en France pour voir les failles que nous avons nous-mêmes dans notre propre service de renseignement. J'en ai évoqué quelques-unes. Nous ne sommes pas parfaits. Et puis, améliorons la coopération avec nos partenaires européens. Donc, soyons constructifs plutôt que systématiquement colériques ou coléreux. Est-ce que la convocation d'un conseil de défense hier, de la part du gouvernement, c'était indispensable? Là aussi, certains parlementaires de droite ont dit attention à ne pas trop en faire non plus, avec toujours cette façon de rappeler que la France est menacée en matière de terrorisme. Je pense qu'on l'a compris. Ce qui me fascine toujours, c'est la manière dont on concentre beaucoup d'énergie et de commentaires sur des choses qui n'ont aucune importance. Que le président convoque un conseil de défense, c'est son affaire. Ce qui compte sont les mesures qui sont prises et les modifications qui sont apportées dans notre dispositif. Voilà, c'est ça. Ce serait un sujet s'il y avait une forme d'instrumentalisation d'une peur. Ça n'est pas le cas, selon vous? J'espère que non. En tout cas, moi, j'essaye de ne rien instrumentaliser. Bon, on avance? Toujours. Allez, François Hollande s'est justifié hier d'avoir choisi de commémorer ce 19 mars le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Pour certains, c'est la fin du conflit. Pour les autres, le début de l'exil et du massacre des harkis. Le président a proposé, lui, d'instaurer la paix des mémoires. On l'écoute. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix. C'était le début de la sortie de la guerre, dont l'histoire nous apprend qu'elle est bien souvent la source de violence. Ce qui fut tragiquement le cas en Algérie, avec des représailles, des vengeances, des attentats et des massacres. Néanmoins, le 19 mars, c'est ce qui annonce la fin du conflit. Et c'est pourquoi ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues. Il y a le 19 mars des Algériens qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays, laquelle sera proclamée le 3 juillet. Il y a le 19 mars des appelés qui venaient d'effectuer parfois plus de 2 ans de service en Algérie et pour lesquels cette date signifiait la certitude du départ, du retour dans l'Hexagone. Il y a le 19 mars de l'armée française qui voyait bientôt s'achever une guerre qui n'avait jamais dit son nom et qui l'avait profondément déchiré. Il y a le 19 mars des Français d'Algérie qui se souviennent de cette date comme d'un jour de détresse, car signifiant la fin du monde, en tout cas de leur monde, et le départ d'une terre qu'ils considéraient comme la leur. Il y a le 19 mars des troupes supplétives de l'armée française, les harkis, pour lesquels le cessez-le-feu était lourd de menaces pour eux et pour leurs familles, et qui ont été dramatiquement abandonnés par la France, comme je l'ai reconnu le 25 septembre 2012. La grandeur d'un pays, c'est d'être capable de réconcilier toutes les mémoires et de les reconnaître. Alimenter la guerre des mémoires, c'est rester prisonnier du passé. Faire la paix des mémoires, c'est regarder vers l'avenir. C'est ce message d'unité et de paix, de rassemblement aussi, que j'entendais aujourd'hui, en ce 19 mars, délivrer devant vous. Vive la République et vive la France. Alors Alain Juppé, est-ce que vous êtes pour la paix des mémoires? Certes. Et le président de la République vient de faire exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire pour apaiser la situation. Il suffit de voir les réactions qu'il a provoquées. L'apaisement n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 19 mars 1962? La veille, une délégation française et une délégation du FLN ont signé les accords d'Évian qui prévoyaient un cessez-le-feu le lendemain, le 19 mars, et des accords gouvernementaux qui ont conduit ensuite au référendum d'autodétermination de l'Algérie. Est-ce que le sang s'est arrêté de couler le 19 mars? Non.
Non. Il le dit d'ailleurs. Les violences ont continué vis-à-vis de nos compatriotes, avec bien sûr les attentats, les violences, les massacres, et puis cette honte qu'a été l'abandon des harkis, le président le dit, et le massacre des harkis qui s'étaient engagés au service de la France. Et donc on peut comprendre que pour beaucoup des acteurs de ce drame qu'a été la guerre d'Algérie, le 19 mars ne soit pas une date de paix. Alors quelle est la bonne date ? Nous avons essayé dans le passé de trouver un point d'accord. On a même confié un jour à une personnalité respectée qui était M. Favier le soin de trouver une autre date. Il avait proposé le 5 décembre, qui n'a pas fait l'unanimité. On a tenté aussi le 11 novembre pour célébrer les morts de toutes les guerres de France. Les grandes guerres, celle de l'Indochine, celle de l'Afrique du Nord. Ça n'a pas marché non plus. Nous ne sommes pas arrivés à trouver une date qui fasse consensus aujourd'hui. Et en solennisant le 19 mars, le président de la République souffle sur les braises. Alors apaisons les choses, laissons les Français rapatriés d'Algérie, les harkis, tous ceux qui ont été les acteurs, les militaires d'active et les militaires du contingent, choisir eux-mêmes leur date. Et laissons le temps faire son œuvre. Ça prendra beaucoup de temps. Parce que les blessures et les souffrances ont été extrêmement profondes. Elle n'est pas prête. La preuve, regardez ce qui se passe. La France, elle a besoin d'apaisement. Oui, elle a besoin d'apaisement. Elle a besoin de réconciliation. Elle a besoin d'audace. Elle a besoin de quoi, la France, selon vous, Alain Juppé ? J'ai dit, vous avez mon triptyque, là, depuis le départ, qui a bien marché, qui est bien passé dans la tête de tous ceux que je rencontre. Apaiser, rassembler, réformer. Apaiser, ça veut dire éviter les querelles inutiles, comme souffler sur les braises, je viens de le dire. François Hollande avait dit la France apaisée, souvenez-vous. Oui, mais moi je dis apaiser, rassembler, réformer. Puis il y a des mots de la langue française qu'on peut être plusieurs à utiliser aussi. Bon. Rassembler ensuite, rassembler largement, c'est ce que j'essaie de faire, la droite et le centre. On en parlera peut-être après les primaires tout à l'heure. On va en parler. Et rassembler et apaiser, pas pour rester assis tranquillement dans son fauteuil, mais pour faire des réformes structurelles profondes, parce que la France a besoin de réformes structurelles profondes. Et si vous écoutez bien mon discours, que je tiens très régulièrement dans les provinces, peut-être pas dans le 5e ou 6e arrondissement de Paris, eh bien je propose des réformes structurelles profondes. Mais vous savez qu'on a 1h20 pour en parler et qu'on va en parler largement. Est-ce que vous trouvez qu'il a manqué au quinquennat de François Hollande une dimension historique ? Ça, c'est l'histoire qui le dira. C'est moi qui vais en juger. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 4 ans, c'est un échec retentissant. On n'a jamais vu un président de la République aussi bas dans les sondages. Alors, je sais bien que les sondages ne veulent pas dire grand-chose. On va sans doute me l'expliquer tout à l'heure. Mais enfin, c'est quand même un signe. Alors, dans un moment d'histoire que vit l'Europe, que vit aussi la France, confrontée à la situation des migrants et des réfugiés, est-ce que vous trouvez que François Hollande, que la France a suffisamment pesé dans ce moment ? Ciel, comment peut-on se poser la question ? Nous ne pesons plus rien du tout. Regardez ce qui se passe dans le conflit des migrants. Madame Merkel va rencontrer M. Erdogan, ils se mettent d'accord et nous sommes devant le fait accompli. J'étais il y a peu de temps à Bruxelles, j'ai passé une journée entière, j'ai rencontré le président du Conseil européen, le président de la Commission, les parlementaires français de droite et du centre au Parlement européen, à l'exception de ceux évidemment du Front National. Et ce qui m'a frappé, c'est la perte d'influence de la France. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur la France, que la France ne fait plus entendre sa voix, justement, parce que tout simplement, elle n'est pas crédible vis-à-vis de son principal partenaire, qui n'attend que cela. L'Allemagne n'attend que de voir la France faire les réformes nécessaires pour reprendre du poil de la bête, si je puis dire, et redevenir un partenaire à égalité. L'Allemagne n'a pas envie d'être le leader solitaire de l'Union européenne. Elle a envie d'avoir un partenaire solide, et c'est cela qu'il va falloir faire. Remettre la France en situation d'être un partenaire de l'Allemagne pour reprendre l'initiative à l'Europe. Parce que moi, je vais faire une campagne pro-européenne. Je ne me résigne pas à voir aujourd'hui se disloquer, et c'est en cours de dislocation. Il faut bien prendre la mesure du risque. Se disloquer, ce que nous avons mis 50 ans à construire. Vous imaginez qu'on va remettre des frontières et des barrières entre la France et l'Allemagne ? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment ? Je viens de Par exemple, sur un cas très concret de cet accord qui a été signé à la Turquie sur la question des migrants. À partir de ce dimanche, l'Europe renonce en quelque sorte au droit d'asile. Tous les migrants dits économiques seront reconduits sans distinction vers la Turquie. Vous êtes à l'aise avec cet accord qui a été signé ? Il aurait fallu que la France, je viens de vous le dire, soit un partenaire écouté et qu'elle soit dans le jeu. Elle ne l'a pas été. Pour dire que Schengen est un échec, qu'il faut changer Schengen et qu'il faut faire en sorte qu'une politique des migrants marche sur 2 pieds. Alors que nous avons marché à cloche-pied. Le premier pied, c'est quoi ? C'est évidemment l'accueil de ceux que nous devons accueillir. Nous avons une tradition historique, je dirais presque philosophique, d'accueil des personnes qui demandent l'asile. Il faut assurer
assumer cette responsabilité qui est la nôtre. Mais de notre côté, nous ne pouvons pas accueillir des migrants économiques à qui nous n'avons pas les moyens de donner un emploi. Et donc il faut faire en sorte que Schengen marche sur deux pieds. Ça fait des mois et des mois que nous demandons la mise au point d'un corps de garde-frontières européen, de garde-côtes européens, des moyens budgétaires, des moyens humains et des moyens juridiques pour que Frontex joue son rôle. On va peut-être y arriver. Ce qu'il peut y avoir de positif dans l'accord qui a été conclu à Bruxelles il y a quelques jours, c'est que les pays européens prennent enfin conscience qu'il faut qu'ils le fassent ensemble. Alors pour le reste, sur le contenu de l'accord, il est extrêmement problématique cet accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la Turquie va garder les réfugiés qui arrivent et reprendre ceux qui arriveront après le 20 mars. Ok. Mais on nous dit aussi qu'elle va nous en renvoyer un pour un. J'avoue, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Alors peut-être qu'elle va essayer de voir ceux qui ont droit à l'asile et nous les renvoyer. C'est donc en Turquie qu'on va déterminer les conditions de l'asile en France. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne très très bien. Ensuite, nous avons accepté vis-à-vis de la Turquie, premièrement, de suspendre, même d'annuler l'exigence d'un visa pour venir de Turquie en Europe, et deuxièmement, de rouvrir un certain nombre de chapitres de négociations en perspective de l'adhésion de la Turquie dans l'Europe. C'est une erreur profonde. Aujourd'hui, l'Europe est un édifice qui se lézarde de tous les côtés. On ne construit pas un étage supplémentaire sur une maison qui est en train de se casser la figure. On ne va pas rajouter la Turquie à ce qui existe aujourd'hui en Europe. Si un jour la Turquie entre en Europe, c'est pas demain la veille. Il faudra d'abord que l'Europe retrouve sa cohérence et sa vitalité. Et puis sur les visas, il faut que la Turquie satisfasse, je crois, j'ai ce chiffre en tête, 72 exigences pour qu'on puisse lever les visas. Il faudra être d'une extrême vigilance pour s'assurer que ces conditions soient réunies. Et si elles ne le sont pas, nous ne devrons pas accepter effectivement la suppression des visas. Est-ce que ça vous a choqué d'entendre le Premier ministre en déplacement en Allemagne dire l'Europe ne peut pas accueillir davantage de réfugiés? Ou est-ce que vous le soutenez sur cette phrase-là? Je crois que c'est un Premier ministre socialiste qui a dit un jour la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle doit en prendre sa part. L'Europe, c'est pareil. Nous en prenons notre part. Il faut arrêter de dire que l'Europe est une forteresse. L'Allemagne a accueilli 1 100 000 de vos arrivants l'année dernière et ça continue au même rythme aujourd'hui. L'Europe n'est pas une forteresse. Cela dit, elle ne peut pas, effectivement, accueillir toute la misère du monde et elle doit conclure des accords de réadmission avec un certain nombre de pays d'origine. On a beaucoup parlé de la voie Turquie, Grèce. Oui. Mais je voudrais insister sur d'autres points. C'est qu'aujourd'hui, il y a une voie d'immigration qu'on ne perçoit pas bien par la Russie vers la Finlande. 20 000 réfugiés irakiens traversent la Russie et entrent en Europe en Finlande. Et puis nous avons aussi la voie du Sud, par la Méditerranée, qui risque de reprendre effectivement. Derrière tout ça, il y a évidemment un enjeu fondamental. Il faut en être bien conscient. La vraie solution durable, elle n'est pas dans la multiplication des contrôles, même s'ils sont nécessaires à court terme. Elle est d'abord dans la recherche de solutions politiques aux conflits qui dévastent le Proche-Orient, et ensuite dans une politique audacieuse vis-à-vis de l'Afrique pour faire en sorte que ce continent se développe. Il y aura 2 milliards d'Africains d'ici la fin du siècle. S'ils sont encore dans la pauvreté, dans la misère et dans la guerre, nous aurons beau construire toutes les barrières que nous voudrons sur la Méditerranée, ça ne tiendra pas. Il faut donc investir massivement en Afrique pour accompagner le développement de nos pays africains. Alors François Guénoc, vous avez écouté attentivement, vous preniez même des notes, vous êtes retraité, vous êtes vice-président de l'Auberge des Migrants, vous distribuez entre autres des repas aux réfugiés de Calais. Le démantèlement du camp a commencé, mais selon vous, ça ne règle rien. Vous allez nous dire pourquoi. Et d'ailleurs, on regarde ce reportage de Yacine Mili et Maxime Liogier qui vous ont suivi sur le terrain. Ici, on est à l'entrée ouest du bidonville. Ici, la partie sud, vous voyez, c'est devenu un terrain vague. Il reste quelques constructions simplement maintenues comme l'église, vous voyez bien là-bas. Et puis la partie nord où on va aller et où c'est nécessaire de reconstruire des choses maintenant. Les dernières cabanes, François Guénoc les a vues tomber cette semaine. L'État vient de démanteler toute la partie sud de la jungle de Calais à coups de bulldozer. Ça va ? Ici, François Guénoc connaît tout le monde. Avec son association, il vient en aide aux réfugiés. Repas, couverture, mais aussi construction de cabanes, quand cela est nécessaire. It seems you need a distribution point, new distribution point. We need new distribution point. Yeah, how many? 2? We can build 2. Pour François Guénoc, le démantèlement de la partie sud n'a rien changé à la situation.
c'est même encore pire. On avait compté 2000 personnes sur la zone nord, probablement la population a à peu près doublé, donc par transfert des réfugiés de la zone sud vers la zone nord. Ils ne sont pas tous venus ici, certains ont accepté les solutions conteneurs, CAO, départ en centre d'accueil d'orientation, d'autres se sont dispersés, mais effectivement, peut-être 75-80% des gens sont venus s'installer sur la zone nord. Mais le problème, c'est que les gens vont se disperser, c'est-à-dire on va se retrouver avec des petits camps dans les dunes, dans les bois, peut-être des squats, et finalement le travail, aussi bien dans la situation sera moins bonne, notre travail à nous, bénévoles, sera compliqué, et le travail de la police aussi. En attendant, François Guénoc continue de sillonner la jungle, toujours à la recherche de nouvelles solutions pour aider les réfugiés. Alors François Guénoc, si le démantèlement, c'était pas la bonne solution, la solution c'est quoi ? Alors avant de peut-être proposer des solutions, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne l'est pas. Déjà, si on regarde l'histoire, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a dans le nord de la France des gens qui veulent passer en Grande-Bretagne, pour être clair. On se souvient aussi des évictions, de la démolition de Sangatte. On se souvient aussi des évictions du temps du duo messieurs Sarkozy et Besson. Plus récemment encore, il y a eu des expulsions l'an dernier et en fait, ces expulsions ne résolvent rien. Et comme ça a été dit dans le reportage, à peu près 80% des gens de la zone sud sont déplacés sur la zone nord. Il faut se souvenir aussi qu'avant même que l'État demande aux réfugiés de venir sur ce terrain, il y avait 8 emplacements en ville. Alors finalement, la démolition de ce bidonville pourrait aboutir aussi à une nouvelle dispersion. Donc on ne résout rien. Alors que faut-il faire? J'aimerais bien poser à... on va le faire. La question, en particulier les accords du Touquet. La raison principale du stationnement des réfugiés, et nous on dit bien les réfugiés, et ce sont des gens qui viennent de pays en guerre, qui viennent de dictatures, qui viennent de pays où on réprime les minorités religieuses, minorités ethniques, etc. Donc, le problème du nord de la France, c'est le blocage de la frontière britannique. Alors, Monsieur Juppé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait dénoncer les accords du Touquet? Je l'ai dit, je l'ai même écrit. Je pense qu'il faut revoir ces accords. D'abord, moi, je suis allé à ce qu'on appelle la jungle. Une fois, je suis revenu à Calais une deuxième fois. J'ai rencontré les associations qui travaillent sur ce site et pas par démagogie ni pour faire plaisir. Je voudrais saluer quand même ce que vous faites parce que c'est courageux, c'est généreux et on a évidemment besoin de vous. Mais la deuxième leçon que j'ai tirée de cette visite, c'est que ça ne pouvait pas rester comme ça. Nous avions là des milliers d'hommes et des femmes qui étaient maintenus dans des conditions inacceptables. Contraire à toute dignité humaine. Et donc il fallait bien faire quelque chose et je pense qu'on a eu raison d'abord d'installer ces Algeco, là où on en a abrité quelques-uns, 1500 je crois, et ensuite en proposant à d'autres d'aller dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire national. Le problème c'est que beaucoup ont refusé, vous le savez bien, parce qu'ils ne veulent pas demander le droit d'asile en France. Nous sommes prêts à examiner leur demande d'asile. Mais ils ne veulent pas demander le droit d'asile en France parce qu'ils veulent absolument passer en Angleterre. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils trouveront du boulot et pas chez nous. Voilà, c'est la situation. Et donc il faut revoir, je pense, les accords du Touquet. Il n'est pas normal que cet examen des demandes d'asile se fasse sur le territoire français, pas sur le territoire britannique. Et donc si j'ai un jour des responsabilités à ce niveau-là, je demanderai la révision de ces accords du Touquet. Vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'accord conclu avec la Turquie sur la question des migrants, et on va pas trahir de secret, mais avant l'émission, vous me disiez, ça ne marchera pas. Pourquoi vous pensez que ça ne marchera pas? Alors d'abord, ces accords avec la Turquie piétinent un certain nombre de droits humains qui sont reconnus dans les conventions internationales. On nous dit par exemple que tous les gens, et pas seulement les migrants économiques, tous ceux qui vont arriver à partir d'aujourd'hui sur les îles grecques vont être refoulés. Donc là, il y a des migrants, il y a ce qu'on peut appeler des migrants économiques. C'est aussi un concept dont on pourrait discuter, mais on va renvoyer tout le monde. Donc ça, c'est contraire au droit international. La deuxième chose, c'est que je suis allé à Lesbos. C'est extrêmement difficile de contrôler en réalité les arrivées sur l'île de Lesbos. Et il faut bien sûr s'attendre à ce que les gens se cachent, que les gens se dérobent à ces entretiens individuels, à ces enregistrements, etc. Il faut aussi savoir, il ne faut pas être naïf, qu'on fabrique à Athènes ou ailleurs des faux papiers d'enregistrement qui permettent aux gens de prendre le ferry pour aller à Athènes et se retrouver donc sur le continent européen. Donc ça ne marchera pas. J'étais avec deux familles hier, deux familles kurdes d'Iran et d'Irak, donc ce sont des pays où la situation est extrêmement difficile. Il y en a une qui est arrivée à Athènes par la voie terrestre. Donc il n'y a pas que la voie maritime qu'on pense contrôler à travers ces mesures. Et il y en a une autre qui est arrivée par la Bulgarie. Donc de toute façon, plus on met d'obstacles, plus les tarifs des passeurs sont élevés et plus ces passeurs cherchent des solutions et trouvent en fait des solutions. On a des centaines et des milliers de kilomètres de frontières.
Personnellement, je ne crois pas du tout à une force européenne qui contrôlerait la totalité des frontières. C'est ce que vous proposiez tout à l'heure. Hein, oui, c'est ce que j'ai proposé. Écoutez, il est absolument évident que nous n'aurons pas le même point de vue là-dessus. Hein. Vous êtes du côté de ceux qui sont sur le terrain, vous essayez de les aider, vous n'avez forcément pas le même point de vue qu'un responsable politique qui essaye de mettre en œuvre des solutions. Que ce qui a été décidé ne soit pas une solution absolument assurée du succès, je peux naturellement partager votre point de vue. On sait très bien qu'il n'y a pas de mur infranchissable. Les États-Unis en ont fait l'expérience entre le Mexique et le sud des États-Unis. Mais je pense qu'il faut marquer un signal d'arrêt, et en particulier vis-à-vis de ces trafics de passeurs que vous évoquez, parce que ces gens sont exploités dans des conditions tout à fait scandaleuses. Et je pense que là, on peut, si on a une vraie volonté politique, démanteler ces trafics pour maîtriser le flux. Et puis, je l'ai dit, ce ne sont évidemment que des solutions de court terme. La vraie solution, c'est de faire en sorte que ces gens puissent rester chez eux, hein, puisque c'est ça qu'ils veulent, bien sûr, rester sur leur territoire. Et ça, c'est une solution politique en Syrie. On n'y est pas. Alors, je ne vais pas reparler de ce qui s'est passé en Syrie. C'est aussi, je l'ai dit, un investissement massif au sud de l'Afrique pour que ces pays puissent se développer. C'est possible. Certains d'entre eux sont en situation de croissance aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres. Le Ghana croît, l'Éthiopie croît, l'Afrique du Sud est aussi un pays qui se développe. Donc il ne faut pas considérer que ces pays sont condamnés à la pauvreté et aux inégalités. Il faut absolument les aider pour rééquilibrer le nord et le sud de la Méditerranée. C'est ça la solution à long terme. Je reconnais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut du temps. Alors, juste, les téléspectateurs, Alain Juppé, peuvent vous interroger, et c'est le cas avec cette question. Si vous étiez aujourd'hui aux affaires étrangères, que prôneriez-vous comme mode de relation avec la Turquie ? Je l'ai dit, la Turquie est un partenaire, il fallait discuter avec la Turquie, il fallait sans doute conclure un accord avec la Turquie. En revanche, je crois qu'il ne faut pas mentir à la Turquie. Et si j'étais aux affaires, effectivement, je ne dirais pas à la Turquie qu'on va continuer le processus d'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. J'étais d'ailleurs président de l'UMP quand nous avons délibéré sur cette question. C'est une position tout à fait claire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez beaucoup de nos partenaires qui disent on va continuer à discuter, hein, et qui en fait partagent sur le fond le même point de vue. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille s'antagoniser avec la Turquie. On a l'impression que c'est tout l'un ou tout l'autre. La Turquie est un pays avec lequel nous devons construire une relation de confiance. Mais là, il y avait une urgence, on en avait besoin, c'est ça la réalité. Oui, je vous ai dit pourquoi je pensais qu'il fallait cet accord, mais pourquoi on a été trop loin dans cet accord en faisant ces 2 concessions qui me paraissent excessives. Et puis après, il y aura la faisabilité de l'accord, j'en suis bien d'accord. Vous avez une autre intervention peut-être sur la question des réfugiés? Vous avez dit que la vraie solution, ça serait effectivement qu'ils restent chez eux, qu'il n'y ait plus de guerre, etc. Mais vous avez aussi parlé de politique d'accueil. Le nombre de demandes d'asile en 2015 était de 70 000. Ça ne fait jamais qu'une demande d'asile pour 1000 habitants en France. Donc ça serait excessif de parler d'invasion, comme on entend parler, etc. Je n'allais pas parler. Parler ici, là, bien sûr, pas de votre part. Mais le taux d'acceptation n'est que de 25%, statistique de l'OFPRA. Est-ce que, si vous êtes aux affaires, vous êtes prêt à changer, à essayer que le regard des Français sur l'immigration soit plus positif? À Calais, on fréquente tous les jours ces réfugiés. Parmi eux, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des étudiants, il y a des chauffeurs de taxi, il y a des artisans, il y a des coiffeurs, etc. Est-ce qu'on ne peut pas changer le regard des Français sur ces migrations, sur cette migration, sur cette arrivée de personnes, sachant qu'on dit toujours que dans les sondages, il y a 55% de Français qui sont contre l'accueil des réfugiés, je simplifie, 45% qui sont pour. Est-ce qu'en changeant le discours politique, on ne pourrait pas faire basculer ce pourcentage en sens inverse? Et concrètement, est-ce que vous êtes prêt à dire, bon, on peut accepter plus de réfugiés, je parle bien de réfugiés, et on peut aussi augmenter ce taux d'acceptation finale qui est aujourd'hui beaucoup trop faible? Sur le taux d'acceptation, je vous rappelle que c'est une procédure très encadrée. C'est une procédure de caractère juridictionnel. Il y a une première instance, il y a un appel, et donc ce n'est pas l'arbitraire. Hein. On refuse sur la base d'un certain nombre de données réelles. Je pense d'ailleurs que le taux est en train de progresser depuis quelque temps. Ce qui me paraît nécessaire, alors c'est à double tranchant, je veux bien le reconnaître, c'est d'accélérer les procédures, c'est de ne pas laisser des gens pendant un an et demi dans l'incertitude avant de savoir quelle est la décision qui est définitivement prise. Ensuite, inciter nos compatriotes à se montrer plus ouverts et plus généreux, je crois qu'il ne faut pas, vous l'avez dit, c'est plutôt du 50-50 hein, que du 80-20, hein, et on se rend compte que quand on prend des décisions dans ce sens, elles provoquent parfois des réactions négatives qui changent très très vite. Hein. Je ne veux pas citer un exemple Bordeaux, mais j'ai installé un jour dans un quartier de Bordeaux qui n'était pas a priori très accueillant, une trentaine de réfugiés, c'était des Sahraouis, c'était un problème un petit peu différent. La première réaction a été on n'en veut pas.
Et puis on a organisé des rencontres, même des pots, tout simplement. Et aujourd'hui, tout s'est parfaitement apaisé. Vous voyez que les Français aussi, quand ça se passe de façon maîtrisée, pas par de grandes concentrations, mais par des petits nombres, ils peuvent aussi faire preuve de générosité. Et vous avez raison, il ne faut pas participer à cette espèce de fantasme selon lequel on serait submergé par un flot. Certains le font dans votre famille politique. Mais pas moi. Mais pas vous. Je vous présente Marthe Corpet, vous l'avez tout à l'heure, je vous l'ai présenté. Vous êtes étudiante en droit, vous militez à l'UNEF, alors forcément vous étiez dans la rue cette semaine contre la loi El Khomri. Vous avez 25 ans et vous avez accumulé déjà des petits boulots pour payer vos études. Et les perspectives d'avenir qu'on vous propose vous effraient. Gladys Lafitte et Yvan Bastio vous ont suivi dans la manif. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, c'est trop bien, je suis refaite. C'est toujours un peu mouvementé le début d'une manifestation. À 25 ans, Marthe Corpet est toujours en mouvement. Membre dirigeante de l'UNEF depuis 2 ans, elle défile en tête de cortège pour motiver ses troupes. Moi j'ai fait la Sorbonne, Luxembourg, je suis revenue à la Sorbonne, Jussieu, après on est allé de Jussieu à la République et là je repars dans l'autre sens. On est parti. Son combat du jour, le retrait de la loi El Khomri. Pour elle, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Le texte porté par le gouvernement est à l'opposé des valeurs qui l'ont poussé à s'engager. Je suis née avec des gens qui se revendiquent de gauche, un gouvernement qui se revendique de gauche, des gens qui se revendiquent de gauche. Moi, je me revendique ni de gauche ni de droite, j'aime pas les étiquettes. Moi, je me revendique avec des valeurs. Je suis pour l'égalité, je suis pour le progrès, je suis pour les droits, je suis pour la protection des salariés face au patronat. Plus que déterminée, Marthe espère que cette fois, les jeunes seront pris au sérieux. Faut arrêter de voir les jeunes comme un truc qui bouge et qu'on maîtrise pas. Ouais, les jeunes bougent, les jeunes sont pas contents, ils sont en colère et ils savent le dire dans des temps calmes, comme ça, et en montrant toute leur puissance parce qu'après tout, les jeunes, c'est juste l'avenir, quoi. Elle compte s'investir autant dans les prochaines actions à venir. Jeudi, la manifestation a rassemblé 70 000 personnes selon la police, 150 000 selon l'UNEF. Et vous souhaitez interpeller Alain Juppé, notamment sur la question de l'emploi des jeunes, Marthe. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un sujet qui, évidemment, nous intéresse, nous effraie aussi un petit peu avec tout ce qui peut se passer aujourd'hui, et notamment, comme le reportage le montrait, la loi El Khomri, la loi travail qui nous est proposée, puisque c'est peut-être finalement maintenant quasiment du dessus de tous, mais la précarité, c'est un petit peu le quotidien des jeunes. Précarité pendant leurs études, par exemple, vous le disiez, moi j'ai par exemple travaillé, mais je ne suis pas la seule, c'est plus d'un étudiant sur 2 qui travaille pendant ses études, c'est la première cause d'échec à l'université. Précarité au moment de l'insertion professionnelle, on a pu le voir, il y a une multiplication ces dernières années des stages, par exemple, la plupart des jeunes sont obligés, c'est 1 million de stagiaires aujourd'hui, de faire des stages, d'enchaîner des CDD, 75% des CDD sont occupés par des jeunes, et même je crois maintenant de nous faire des services civiques, payer la moitié du SMIC comme première expérience professionnelle. Donc je crois que la précarité, c'est vraiment quelque chose que nous connaissons. Et là, finalement, ce seuil de précarité, il est dépassé depuis très longtemps. Et pourtant, on nous repropose encore plus de continuer à être précaire sur le marché du travail en nous expliquant que le taux horaire, il va falloir qu'on travaille plus, qu'on gagne moins. Et qu'en plus, on nous vire plus facilement. Et je vous avoue que c'est assez inacceptable et que c'est aussi pour ça que les jeunes descendent dans la rue aujourd'hui. C'est parce que leur avenir, un horizon de précarité, non merci. Vous avez autre chose à lui proposer que la précarité? Oui, du travail. Du travail. Je suis père de famille aussi, des enfants étudiants, donc je ne me sens pas coupé de vos préoccupations. Et comme les autres, ils ont aussi leurs angoisses que je comprends parfaitement. Nous sommes aujourd'hui dans une situation inacceptable. 20-25% de chômage des jeunes, parfois plus dans certains quartiers. C'est un cancer qui ronge la société et qui explique beaucoup de choses. La perte de repères de certains de nos jeunes et même, dans les cas extrêmes, ces phénomènes de radicalisation, parce que ces jeunes en désarroi sont la proie de toutes sortes de propagande. Donc la priorité des priorités, on le dit depuis longtemps, mais croyez bien que parfois, souvent même, les hommes politiques sont sincères. La priorité des priorités, pour moi, c'est l'emploi, et c'est l'emploi des jeunes. Or, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est que toutes les politiques que nous avons mises en œuvre depuis longtemps, et je veux bien l'admettre, pas simplement depuis 2012, qui reposent essentiellement sur le financement d'emplois aidés à partir de fonds publics qui n'existent pas ou qui existent de moins en moins, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a 20 à 25% de chômage des jeunes. Regardez ce qui se passe autour de nous, en Allemagne,
en Grande-Bretagne. En Italie, si vous ne voulez pas prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, qui est toujours considérée comme un pays hyper-libéral qui fait fuir. Bon, l'Italie, ce n'est pas un gouvernement hyper-libéral. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? De faire sauter ce verrou qui, de la part des patrons de PME, qui ne sont pas tous des tortionnaires de leurs salariés, hein. Pas tous. Quand j'entends dire les salariés contre le patronat, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut défendre les droits des salariés. Mais il faut sortir aussi de cette vision conflictuelle en permanence. La lutte des classes, les patrons contre les salariés, c'est un peu démodé, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est lever ce verrou qui fait que les patrons n'embauchent pas parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe si demain... Or, la loi Khomri, je ne vais pas rentrer dans le détail, pardon, El Khomri, de ce point de vue, moi je la soutenais, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle consiste à dire, on va donner plus de visibilité, de sécurité, pour que les patrons puissent embaucher. C'est ça qu'on veut essayer de faire. C'est convaincre les patrons d'embaucher, pas de vous mettre en précarité et dans des situations pas possibles. Et ma proposition à moi, c'est de faire un CDI sécurisé. Je pense que le mode normal d'embauche des jeunes, ça devrait être le CDI. Aujourd'hui, c'est à 80% le CDD, le CDI. Le sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de la visibilité à l'employeur. Qu'est-ce qui se passe si mon chiffre d'affaires baisse de 30 ou 40% pendant 3 trimestres? Qu'est-ce qui se passe si mon principal donneur d'ordre se casse la figure ou arrête de me donner des commandes? Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je peux ajuster mes effectifs? Alors la réponse peut être non. On n'ajuste pas les effectifs, on rend le licenciement de plus en plus difficile, voire impossible. Et qu'est-ce qui se passe? L'entreprise fait faillite et c'est tout le personnel qui est en cause. Ou bien on met de la souplesse tout en protégeant le salarié, en lui garantissant bien entendu ses indemnités conventionnelles et légales et en déposant le CDI auprès de l'administration du travail pour le CDI sécurisé, pour qu'elle l'homologue. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de laisser le salarié complètement dans la nature face au patron, de façon à le sécuriser et à relancer l'embauche. Voilà ce que j'essaye de faire. Et puis il y a des choses aussi que, dans la loi El Khomri, pardon, je termine là-dessus, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça vous choque, ça. Pourquoi est-ce que ça vous choque de dire que le référendum dans l'entreprise peut avoir force obligatoire quand les salariés se sont prononcés avec certaines garanties? Voilà, un peu de souplesse et de liberté, c'est quelque chose. Donc ça veut dire que c'est une bonne loi, la loi El Khomri? C'était. C'est trop tard? C'était. Celle qui sera présentée en Conseil des ministres n'est plus la même. J'ai dit dès le départ que... Ben non, vous le savez bien. J'ai dit dès le départ que ces intentions initiales me paraissaient bien, même si elles étaient insuffisantes sur certains points. Je proposerais d'aller plus loin, par exemple sur les seuils dans les petites et moyennes entreprises. Mais elle va être dénaturée aujourd'hui, elle l'est déjà. Et on ne sait pas très bien ce qui va sortir, surtout de la discussion à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a quand même des aspects politiques dans tout ça, hein. Il ne faut pas le nier. C'est que le gouvernement essaye de faire une politique qui est complètement en décalage par rapport à ce qu'il avait dit en 2012, complètement en décalage avec son électorat et complètement en décalage avec sa majorité parlementaire. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est une loi pour rien? Et après, je vous laisse reprendre. Est-ce que c'est une loi pour rien? Attendons, d'abord, je ne sais pas ce que c'est, la loi qui va être votée. Si vous le savez, je serais bien heureux de l'apprendre, on ne le sait pas. Celle qui sera présentée en Conseil des ministres, on sait à peu près à quoi elle ressemble. Ça n'est pas celle qui va être votée. Ce n'est pas la première fois qu'entre la loi votée et la loi présentée en Conseil des ministres, il y a un fossé, hein. Juste pour peut-être reprendre quelques éléments que vous disiez, mais je crois que vous posez le débat en disant finalement il faudrait qu'il y ait plus de souplesse, finalement l'avenir c'est ça. Bah, écoutez, moi je vais prendre une interview que vous avez fait il y a maintenant presque 20 ans. Oh là là, mais ça il y a prescription. Et comme quoi, vous voyez, c'est toujours les mêmes vieilles recettes. C'est curieux que vous soyez comme ça dans le passé. Projetez-vous un peu sur l'avenir. 6 ans à ce moment-là et que c'est finalement tout le temps les mêmes vieilles recettes qu'on nous propose. Vous disiez déjà le débat de la flexibilité est assez mal posé, notre système est déjà très souple. Oui, le système est déjà très souple. Quand il y a 1 million de stagiaires en France, le système il est souple. Quand il y a 25% de chômage chez les jeunes, le système il est souple parce que c'est eux qui aujourd'hui occupent la majorité des contrats à durée déterminée, la majorité des petits emplois. Et je crois que le problème n'est pas encore plus de souplesse. On l'a vu, vous citez des exemples internationaux. Vous disiez d'ailleurs il y a quelques années que l'exemple anglais était mauvais puisque à chaque fois qu'il y a eu plus de souplesse, ça a entraîné plus de précarité, ça a entraîné plus de contrats précaires. On prend l'Espagne, c'est exactement la même chose. On prend l'Italie, c'est exactement la même chose. Finalement, les seules politiques d'emploi depuis maintenant 20 ans, et je passe sur la question du contrat première embauche, mais depuis maintenant 20 ans, c'est d'expliquer en permanence que pour réduire le chômage des jeunes, notamment, il faudrait renoncer à nos droits, il faudrait flexibiliser ce marché du travail. Et ces mesures-là, elles ne fonctionnent pas. Il y a toujours eu plus de précarité et plus de chômage. Alors moi, j'aimerais bien qu'on repose les choses différemment. Aujourd'hui, par exemple, vous disiez les jeunes doivent accéder au CDI. Mais c'est plus qu'une nécessité, c'est pas un fantasme pour le jeune, c'est ni un caprice. C'est une nécessité réelle. Quand on veut acheter une voiture, quand on veut pouvoir louer un appartement, se loger, évidemment qu'il faut un contrat. Pourquoi est-ce qu'il accède
n'accède pas? Pourquoi est-ce qu'il n'accède pas au CDI? Un contrat à durée indéterminée, mais dont on ne détricote pas l'ensemble des protections. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, notamment les bailleurs exigent que les jeunes puissent avoir des CDI? C'est parce qu'il y a un certain nombre de protections et que justement, à 1 mois ou à 2 mois, une variation économique, elle n'entraîne pas que la variable d'ajustement dans l'entreprise, ce soit les salariés, que l'on puisse faire ce trajet ensemble, affronter les difficultés ensemble. Et là, c'est exactement l'inverse qu'on nous propose. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'une politique d'emploi aujourd'hui, elle ne veut pas favoriser l'accès au contrat à durée indéterminée chez les jeunes, par exemple, et elle pénaliserait des entreprises qui, elles, par contre, embauchent en emploi précaire. Alors, on va laisser répondre à nos voilà, je crois qu'il y a entre nous vraiment un malentendu profond, et ça serait bien de continuer à discuter au-delà même de cette émission pour essayer de voir comment résorber ce malentendu. D'abord, vous me dites qu'en 95, j'estimais qu'il y avait de la flexibilité. Pardon, mais depuis 20 ans, ça ne s'est pas arrangé. Hein. Ah, ça même oui, ben voilà. Je vous remercie de le reconnaître. C'était déjà, assez souple. Depuis 20 ans, on a fait encore plus souple. Alors, bon, vous êtes une très bonne rhétoricienne, mais laissez-moi absolument dire... pas, je lis ce que vous avez dit. Et vous entendez ce que je vous dis aujourd'hui? Je vous dis que ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'entre les deux, les choses se sont beaucoup durcies, les règlements se sont accumulés et les choses se sont beaucoup rigidifiées. Si, entrez dans la vie réelle de l'entreprise et vous verrez. Et deuxièmement, quand vous me dites qu'il faut faciliter l'accès au CDI, c'est très exactement ce que je souhaite faire, mais on ne va pas le faire. C'est toujours pareil, là, il faut peut-être changer un petit peu de logiciel. On ne va pas le faire en pénalisant, en collant des amendes supplémentaires à ceux qui ne veulent pas rentrer en CDI. Il faut rendre le CDI plus attractif, que les entreprises aient envie de recruter en CDI. Ce n'est pas en taxant et en contraignant que vous y arriverez. C'est là qu'il y a vraiment entre nous une vraie divergence d'approche. Et je vous renvoie aussi aux expériences qui se sont déroulées ailleurs. Bien sûr qu'on n'a pas changé de discours depuis 20 ans, sauf qu'on ne l'a pas fait. D'autres pays l'ont fait et ils ont obtenu de meilleurs résultats que nous. Donc ça vaut la peine quand même de regarder avant de se braquer complètement en disant on n'en veut pas. Alors dans les 3 mots que vous m'avez donnés tout à l'heure, il y avait donc apaiser, réformer, rassembler et réformer. On y vient parce que le sujet de la réforme, c'est que souvent c'est compliqué à mener jusqu'au bout. Et vous êtes bien placé pour le savoir, la question des réformes. Elie Cohen, vous êtes économiste, les réformes structurelles, c'est bien, on est d'accord Elie Cohen, tous les candidats à la primaire à droite évoquent la nécessité de faire des réformes structurelles. Mais la question c'est comment? Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour faire passer des réformes structurelles? L'OCDE s'est intéressée à la question et l'OCDE a listé un certain nombre de conditions pour la réussite des réformes. La première, c'est bien entendu qu'il faut s'adapter aux conditions politiques, institutionnelles et je dirais presque culturelles de chaque pays. Certains pays ont la culture du compromis, par exemple. D'autres pays estiment que le compromis est infamant et qui sont plus dans une culture de l'affrontement. Donc, il faut s'adapter à chaque situation. Le deuxième élément, c'est qu'il faut un diagnostic partagé. C'est-à-dire, il faut mettre sur la place publique le problème qu'on veut traiter et expliquer en quoi le problème qu'on veut traiter pose des questions majeures à l'avenir du pays. Et il faut se mettre d'accord sur le diagnostic, pas sur les solutions, pas sur les techniques, sur le diagnostic. Ensuite, il faut un mandat politique. L'OCDE insiste sur le fait que lorsque vous voulez faire des réformes structurelles, il faut l'annoncer pendant la campagne électorale et se faire élire sur la base de ce mandat de réforme. Il ne faut pas faire de réforme en catimini, etc. Ensuite, il faut une feuille de route. C'est-à-dire qu'il faut clairement définir les étapes et il ne faut certainement pas présenter la réforme comme une vallée de larmes. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il y a des avantages, qu'il peut y avoir des rétributions, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait un pilote du changement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dispositif permanent de supervision de la réforme. Ensuite, Alain Juppé vous écoute attentivement, prendre des ensuite, l'OCDE dit, et ça c'est sur la méthode. Jusqu'à présent, j'adhère. Voilà. Et l'OCDE dit ensuite une chose très intéressante, il dit il vaut mieux des réformes par bloc que des réformes à la marge. Je m'explique, lorsque vous voulez réformer l'État, il faut définir quels sont les domaines dans lesquels il est légitime que l'État intervienne et qu'on y mette les moyens. Par contre, il faut dire quels sont les domaines qu'on veut abandonner, sous-traiter, privatiser, et non pas penser que par l'échenillage, c'est-à-dire par les petites techniques budgétaires de coupe, ici ou là, on va régler véritablement le problème. Ensuite, une fois qu'on a fixé la ligne, il faut soit obtenir le consensus, soit empêcher les groupes vétos de bloquer le processus. Par exemple, en Italie, eh bien, lorsque Matteo Renzi a décidé de son Jobs Act, les syndicats étaient contre. Il a dit je considère que les syndicats-là sont une force de conservation. Moi, j'irai droit devant et j'appliquerai mon programme. Enfin, dernier élément, lorsqu'on fait des réformes de long terme, il faut tenir compte de la situation conjoncturelle. Il y a certaines dispositions qui peuvent favoriser la réforme. Par exemple, lorsque la Suède a fait sa réforme, elle a bénéficié d'une dévaluation de sa monnaie. Mais on peut aussi capitaliser sur les bénéfices futurs
pour favoriser la transition. Alors, est-ce que vous avez une question à poser à Alain Juppé ma sur la question- méthode? Ma question est très simple. Tous les candidats à droite annoncent un plan de réduction de la dépense publique de 100 milliards d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire 5 points de PIB. Donc, quels sont les domaines que vous voulez abandonner? Quelle est la nature réelle de votre feuille de route? Quelles sont les étapes? Ça fait trop de questions. Enfin, Allez. bref, je m'arrête là. Là, on est parti pour toute la soirée. Non, non. Mais je veux bien, et j'achète le manuel du petit réformateur que vous venez de me C'est donner. l'OCDE. Hein. D'abord, l'OCDE. D'abord, et rapidement, parce qu'on manque de temps, bien sûr, je voudrais simplement dire que la France n'est pas un pays bloqué complètement à ce qu'on dit. D'abord, les réformes, ça n'est facile nulle part. Schröder a fait des réformes, il a perdu les élections. Obama a ramé pendant des années pour faire sa réforme de la sécurité sociale, il n'y est pas complètement parvenu. Donc c'est facile nulle part. Et la France est un pays qui bouge. L'université, ça vous plaira peut-être pas, Marthe, tout à fait, mais c'est profondément transformé. L'autonomie, qui était un chiffon rouge il y a quelques années, est aujourd'hui parfaitement acceptée et revendiquée. Les laboratoires de recherche, il y a quelques années, ne voulaient pas travailler avec des entreprises privées pour poursuivre la recherche. Aujourd'hui, tous le font, dans le cadre des pôles de compétitivité ou ailleurs. Autre exemple de chose qui a profondément changé, la Poste était une administration un peu napoléonienne il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'est totalement adaptée au monde nouveau, monde dans lequel il n'y a plus de courrier papier ou très peu. Voilà, tout ça pour dire que quand on s'y prend bien, la réforme est possible. Un petit zoom en arrière, je vous ai reproché d'être en 95 tout à l'heure, je vais y revenir quand même. En 95, vous n'étiez pas né. En 95, j'ai fait des réformes. L'idée s'est installée que j'avais reculé devant la rue. J'ai reculé sur une réforme, la réforme des régimes spéciaux de retraite, parce que je n'étais pas prêt, et je fais remarquer qu'elle n'est toujours pas faite d'ailleurs. En revanche, la réforme de l'assurance maladie, je l'ai faite, et intégralement, et il y en a encore des pans entiers qui subsistent. Si, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le CRBS, l'agence d'accréditation des hôpitaux, etc. Peut-être, mais la réforme a été faite. La réforme a été faite et d'autres réformes ont été faites. Alors, dans votre manuel, il y a plein de choses auxquelles j'adhère. Diagnostic partagé, oui. Et on va avoir du boulot. Là, on voit qu'on n'est pas d'accord. Sur le diagnostic selon lequel l'un des blocages à l'emploi, c'est la rigidité excessive de nos procédures et le poids excessif de nos charges, apparemment, on n'est pas d'accord avec les jeunes. Et c'est dommage, il va falloir qu'on en parle. Il va falloir que la campagne électorale nous permette de continuer à échanger sur ce point et de bâtir un programme à destination des jeunes qui ne porte pas simplement là-dessus. Il y a aussi le logement des jeunes, il y a aussi l'accès à la santé des jeunes, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il faut parler. Ensuite, un mandat politique, alors là j'adhère à 150%, et c'est ce qui explique la crise d'aujourd'hui. Moi je l'ai dit, et je le dis à chacune de mes réunions, j'annoncerai la couleur. Et j'ai même dit que je préférais être battu en disant la vérité que gagner en mentant. Et donc je dirais, voilà les 10 ou 15 réformes majeures que je vous propose. J'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure, qui ne sont pas toutes populaires, naturellement. Pardonnez-moi, juste une petite parenthèse avant que vous continuiez avec le petit manuel. François Fillon a été invité d'RTL tout à l'heure et il a dit, au fond, il y a des programmes coup de menton, des programmes pépère, des programmes casting. Et il a poursuivi sur vous en expliquant, Juppé considère que la France est fragile. Eh ben, François, qui est un ami, se trompe là profondément. Moi, je pense que la France est très forte. Hein, il ferait bien de me lire un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle est prête à accepter de vraies réformes structurelles, lourdes? Si on fait le manuel du petit réformateur, si on annonce clairement la couleur, si on a une feuille de route, si on a une visibilité... Moi, je voudrais, par exemple, proposer une loi de programmation fiscale sur 5 ans. Ce qui est terrible et qui bloque l'investissement aujourd'hui, à la fois l'investissement français, l'investissement étranger, c'est que chez nous, la règle du jeu change tous les 6 mois. On vote même des lois rétroactives. Et ça fait fuir les investisseurs. C'est quoi la programmation fiscale? C'est l'idée de baisser les impôts, mais d'annoncer la couleur avant. Ça veut dire qu'on a un plan de remise en ordre de notre fiscalité sur 5 ans, avec des baisses d'impôts qui accompagneront la baisse des dépenses. Mais là, je réagissais sur la façon de bien réformer. Bon, je ne vais pas reprendre chacun des points, je les ai notés. Ils me paraissent très bons. La question d'Eli Cohen, c'était où est-ce qu'on fait les économies? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des économies d'abord? Pas l'obsession des économies. Hein. Il faut faire des économies parce que si on ne fait pas d'économies, eh bien, on ne peut pas augmenter diminuer le déficit et baisser les impôts. Donc si on veut alléger les impôts, ce qui est nécessaire, sans creuser le déficit, c'est-à-dire sans vous transmettre une dette qui va vous plomber complètement pendant des années, pour ne pas dire des décennies, il faut baisser la dépense. Nous avons le record du monde de la dépense publique, 57% du PIB. Le tiers, c'est l'État.
20% c'est les collectivités locales et la moitié c'est la sécurité sociale au sens large. Sur l'État, il faut effectivement redéfinir le périmètre de l'État et baisser la masse salariale, ça me paraît absolument indispensable, c'est-à-dire réduire progressivement par le jeu des départs à la retraite les effectifs. Il y a des domaines de compétences abandonnés. Il y a forcément des domaines que l'on abandonnera parce qu'il faut recentrer sur quoi? Sur les fonctions régaliennes, sur la police, sur la justice, sur les magistrats, etc. Bien entendu. Et donc on proposera des choix. Vous avez déjà le bon chiffre? Nicolas Sarkozy a avancé des chiffres de suppression de postes dans la fonction publique. Est-ce que je suis en train de faire ce cadrage budgétaire qui figurera dans mon prochain ouvrage et ce sera effectivement sur 5 ans une centaine de milliards. Alors sur les 100 milliards. Ensuite, sur les 100 milliards, le tiers. Quelle est la part de la réduction du déficit, par exemple, et la part des baisses d'impôts? Il faudra la moduler, évidemment, et aussi en fonction d'un troisième paramètre que vous n'évoquez pas, qui est la croissance du dénominateur, c'est-à-dire la croissance tout court de l'économie. Et donc, c'est évidemment, si on arrive à retrouver une tendance de croissance de 1,5, on y arrivera. Si on reste à 1 point, on n'y arrivera pas. Donc, alors justement, c'était la question que je voulais vous poser. Je voudrais aussi insister sur d'autres points, parce qu'on parle toujours de la dépense de l'État. C'est vrai, il faut s'attaquer à la masse salariale. J'ai rappelé non seulement les effectifs, mais aussi la durée du travail. Il faudra travailler plus. Et je proposerai, de même que les 35 heures passeront en 39 heures, eh bien la fonction publique devra s'adapter à cette évolution. Vous voyez que ce n'est pas forcément démagogique. Troisièmement, l'absentéisme. Ça va être difficile de trouver des consensus sur ce point-là. Juste un petit point. Le gouvernement actuel... Je voudrais quand même terminer sur la dépense publique. Je vais vous préciser un point là, juste parce que je crois que je n'ai pas été très clair. Le gouvernement actuel a annoncé une baisse de la dépense publique de 50 milliards. Mais il calcule sa baisse de la dépense par rapport à l'évolution en tendance. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de vraie baisse. Est-ce que dans votre cas, ça sera un calcul de baisse de dépenses par rapport à l'évolution de la tendance des dépenses publiques? Ou est-ce que vous voulez faire des vraies baisses de dépenses? Non, si on va à 52%... Ce qui fait 5 points du PIB, c'est forcément de vraies économies. C'est pas la tendance, c'est tout à fait clair. Mais je voudrais terminer parce que je rappelle que la moitié de la dépense publique, c'est pas les fonctionnaires. La moitié de la dépense publique, c'est la dépense sociale. Et la moitié de la moitié, c'est la retraite. Le quart de cette dépense publique qui nous plombe, c'est les retraites. Et c'est pour ça que je proposerai de décaler l'âge légal de la retraite à 65 ans. Ça génère plusieurs dizaines de milliards d'économies sur le total que nous avons à faire. Pas tout de suite, pas l'année N+1, mais sur le quinquennat. Voilà quelques exemples de ce qu'il faut faire. Je voudrais terminer sur un dernier point. Dans votre... conseil pour réussir la réforme, c'est peut-être quelque chose qui me distingue de François Fillon, puisqu'il faut bien trouver quelques différences entre amis, c'est que moi je ne vais pas me border à promettre du sang, de la sueur et des larmes. Si on ne montre pas que ça va améliorer la vie des Français, si on ne montre pas qu'on débouche sur une espérance, sur quelque chose qui est un plus, et en particulier pour nos jeunes, on ne sera pas entendu, on ne sera pas cru. Donc il faut absolument créer. Moi je ne veux pas en 2017 un vote de rejet. Je veux un vote d'adhésion à un projet. Ça va être tout l'enjeu de la campagne électorale. Est-ce qu'on est capable de créer cette adhésion à un projet cohérent, à un projet construit ou pas? Si on réussit, alors on réussira les réformes. Une dernière question. Une dernière question sur la fiscalité. Vous avez annoncé tout à l'heure que vous supprimiez l'ISF, ce qui va représenter une perte de recettes de 5 milliards et demi. Donc, dans le contexte actuel, c'est une somme importante. Et combien de rentrées potentielles vous avez vu qu'au même d'épargne française? Au même moment, les Anglais avaient décidé d'aller encore plus loin en matière de baisse de leur impôt sur les sociétés. Ils ont décidé de le baisser à 17%, ce qui fait que notre impôt sur les sociétés est à peu près le double. Or, comme vous avez beaucoup insisté sur les problèmes de compétitivité, sur la nécessité d'armer l'économie française pour affronter les temps à venir, qu'est-ce que vous comptez faire sur l'impôt sur les sociétés? Cher Elie Cohen, je ne voudrais pas vous prendre en pleine flagrant délit de contradiction, mais vous me dites l'ISF, 5 milliards, comment vous allez faire? Et vous me demandez d'en rajouter sur l'impôt sur les sociétés. Alors je vais vous dire quelle est la cohérence générale de mon programme fiscal. Moi je veux d'abord, et c'est pour ça qu'il faut supprimer l'ISF, réorienter l'épargne française vers le financement de nos entreprises. Il y a beaucoup d'épargne en France. Il y a des pauvres en France, hélas.
14 à 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, y compris à Bordeaux, et j'en ai bien conscience. Mais il y a aussi beaucoup d'argent. Et cet argent ne s'investit pas dans nos start-up, dans nos PME, dans nos ETI, nos entreprises de taille intermédiaire, pour des raisons fiscales. Et c'est pour ça que je propose de supprimer cet impôt totalement contre-productif qu'est l'impôt sur la fortune, de modifier la taxation des plus-values de cession ou la taxation des dividendes. Et puis, il y a l'impôt sur les sociétés, et je réponds à votre question. Nous sommes aujourd'hui à 38% en France, avec la majoration de 3%. La moyenne européenne est à 27%. Pardon, je dis une bêtise, à 22%. Et certains pays comme l'Irlande sont à 17%. On ne peut pas continuer comme ça. L'Irlande est à 12,5% et l'Angleterre à 17%. Et donc, dans mon programme, ma programmation quinquennale fiscale sur lequel Caroline Roux m'interrogeait tout à l'heure, il y aura bien évidemment une baisse tendancielle qui rapprochera le taux de l'impôt sur les sociétés de la moyenne européenne ou le plus près possible de la moyenne européenne. Ça fera un quantum d'économie que je chiffrerai et que je vous donnerai. Ce sera au mois de mai, les détails du programme économique. Oui, enfin, je vous rappelle quand même que le temps passe vite en France et que l'élection présidentielle, c'est en mai 2017. Donc les vrais chiffrages, ils seront dans la campagne présidentielle en fonction de la conjoncture. Que sera le taux d'intérêt? Si les taux d'intérêt remontent, il y a peu de raison de penser. Juste un point sur l'impôt sur la fortune. Vous savez que les Français, et c'est pour ça que je vous ai interrogé plus particulièrement là-dessus, les Français sont particulièrement vigilants sur l'impôt sur la fortune et vous avez vous-même, dans votre propre expérience gouvernementale, été obligé de prendre des mesures pour rendre plus acceptable l'évolution de l'impôt sur la fortune, et vous n'avez pas eu beaucoup de succès puisqu'on est revenu sur les mesures qui ont été prises. Oui, mais ça, c'est vous me parlez du débat démocratique, je le dirais. Si les Français veulent maintenir l'impôt sur la fortune, ils ne voteront pas pour moi. Il faut être clair à un moment donné. Moi, je proposerai un projet, je ne veux pas être élu à n'importe quel prix, pour faire comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire le contraire de ce sur quoi on a été élu. J'annoncerai la couleur, je l'ai dit. Mais je pense que les Français peuvent comprendre. Vous continuerez votre conversation comme avec Marthe tout à l'heure hors émission. C'est le risque qui plane désormais sur toutes les élections, la poussée populiste. L'Allemagne a été longtemps épargnée, mais c'est terminé. Lors des dernières élections régionales, le parti national populiste AfD a fait une percée remarquée, une fièvre brune qui touche toute l'Europe. Magali Lacroze et Alexis Fischer. Dans les quartiers populaires de l'Allemagne de l'Est, le chômage, bien plus élevé que la moyenne nationale, atteint les 9%. Un ras-le-bol général, en Saxe-Anhalt notamment. C'est ici que l'extrême droite a fait le plein, 24% à Magdebourg dimanche dernier. L'alternative pour l'Allemagne est arrivée deuxième, juste derrière le parti de la chancelière, en misant tout sur la crise migratoire. Un tabou est tombé, mais pas encore très assumé. Et d'ailleurs, pour trouver la permanence de l'AfD, c'est tout un jeu de pistes. Derrière une pharmacie et des longs couloirs, l'extrême droite ne s'affiche pas en vitrine. Nous ne sommes ni d'extrême droite, ni des radicaux. À ceux qui disent qu'on est des populistes de droite, je leur demande de me définir le concept. Si être populiste de droite signifie qu'on aborde les thèmes les plus concernants pour le peuple, alors oui, nous sommes des populistes de droite. Pas de problème avec ça. À peine 3 ans d'existence et désormais des élus dans 8 des 16 parlements régionaux. Ici comme ailleurs, le chef de file de la région a fait campagne sur l'immigration zéro et contre la chancelière. Il n'y a plus d'opposition en Allemagne. Il n'y a que la ligne politique de Merkel qui nous a isolés, nous les Allemands. Cette ligne-là qui a ouvert toutes les portes à l'immigration de masse. Un discours cash et radical qui attire ceux qui n'allaient plus voter. Je ne veux pas vous en parler. Pourquoi? Je n'ai pas d'avis. Partez. Nous ne voulons pas vous parler. Les déçus de la politique, ceux qui se sentent abandonnés, ce sont eux que l'AfD a su mobiliser. Il y a beaucoup de chômage ici. Je suppose que c'est lié tout ça. Et avec la crise des réfugiés, c'est tout ça, c'est la peur. Ils sont trop nombreux. Nous, on a du mal à se loger. Pourquoi pas? On va voir ce que l'AfD va donner. Autrefois, c'était pareil pour les Verts. Ils n'étaient pas censés être capables de gouverner. Ils ont le droit à une chance. À cause de son histoire, l'Allemagne s'interdisait jusqu'à présent le vote de l'extrême droite. Elle cède finalement à la tentation, une normalisation européenne, en quelque sorte. Alain Juppé, on entend assez peu Marine Le Pen en ce moment dans le débat politique. Est-ce que vous pensez malgré tout qu'elle continue, dans le climat actuel, de gagner du terrain?
Je n'en sais rien, ça, les élections le diront. C'est pas exactement ce qui s'est passé dans les élections législatives partielles, sauf que le taux d'abstention était très élevé. Il est difficile d'en tirer des leçons, on verra bien. Mais on voit que ce phénomène de la montée des populismes, qui parfois prend un tour très nationaliste, est un phénomène européen et un phénomène mondial. Regardez ce qui se passe dans la campagne américaine aujourd'hui. Donc il y a cette espèce de peur de l'avenir, de peur de l'autre, de volonté de se protéger, quitte à présenter des programmes qui sont totalement, soit irréalistes, soit totalement démagogiques. Il faudrait quand même ouvrir les yeux sur ce qu'est le programme économique du Front National, la retraite à 60 ans, une augmentation rapide du SMIC, le rétablissement des frontières, des barrières douanières plus exactement, le protectionnisme, c'est une catastrophe absolue pour l'économie française. Donc il faut continuer notre combat idéologique contre cette pensée, contre ce programme économique qui est un non-sens absolu. Et moi je suis fondamentalement optimiste, vous savez. Je pense que les Français ont du bon sens. Alors, il y a des moments où ils votent comme ça de façon un peu passionnelle, on entend parfois des choses un peu surprenante, qui inquiète, mais si on fait un vrai travail d'explication, si on va vers des diagnostics partagés, je pense qu'on peut arriver à faire bouger les choses dans la bonne direction. D'ici à la présidentielle, vous pensez ? Oui, bien sûr, on aura un débat, c'est ça la vertu des élections dans un régime démocratique. J'espère qu'il y aura un vrai débat sur des questions de fond, toutes celles que nous venons d'évoquer, en particulier sur les atouts de la France, parce que je vois beaucoup de mes amis qui dressent un tableau apocalyptique de la situation du pays, tout s'effondre, tout fout le camp, etc. Bon, c'est vrai que la situation est difficile, on vient de voir des témoignages sur le chômage, et pas uniquement qu'en France, mais nous avons des atouts formidables. Pardon, vous allez m'accuser peut-être de faire du racolage, mais nos atouts, c'est eux. Alors, moi, j'aime pas dire la jeunesse en général, parce qu'il y a des jeunes, il y a les jeunes qui étudient, les jeunes qui travaillent, les jeunes qui sont au chômage, les jeunes qui sont bien dans leur peau et bien dans la mondialisation, et il y en a beaucoup. Et puis, il y a des jeunes qui souffrent et qui sont la proie de toutes les tentatives de récupération, parfois sectaires ou radicalisées. Donc, c'est ces jeunes-là qui ont aujourd'hui un esprit d'entreprise qu'on n'a jamais vu dans notre pays. Pendant ma génération, on n'avait pas cette envie de créer des entreprises comme on en a aujourd'hui. Et donc, il faut le porter parce que c'est notre richesse. Un mot sur l'UDI. Les militants de l'UDI, on passe, pardonnez-moi, de l'un à l'autre. Les militants de l'UDI ont refusé de participer à la primaire à droite, donc ça veut dire que ce ne sont plus les primaires de la droite et du centre, mais les primaires de la droite et de la droite. Non, pas du tout. C'est les primaires des électeurs, c'est pas les primaires des partis politiques. Je regrette la prise de position de l'UDI, bien sûr. J'espère, je suis sûr qu'elle n'est que temporaire. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à parler... Ils viennent de voter quand même. Oui, mais enfin, certains d'entre eux ont dit qu'ils pourraient revoter. Quand on fait une loi, on peut changer la loi. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent de parler avec les Républicains sur le socle des idées que nous partageons, ça ne doit pas être très compliqué, et surtout sur la répartition des places aux législatives après les élections présidentielles. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut être ouvert à ce dialogue. J'espère qu'on trouvera une base d'entente. Ça veut dire quoi, être ouvert à ce dialogue, trouver une base d'entente ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se répartir les circonscriptions avant les primaires ? Non, avant les primaires, c'est un débat que nous avons entre nous, mais alors vraiment qui laisse nos concitoyens complètement insensibles. Ça vous occupe beaucoup malgré tout ? Oui, moi pas tellement, non. Ah bon ? Pas tellement. J'ai cru comprendre que vous étiez absolument contre. Ah oui, mais c'est pas pour ça que ça m'occupe beaucoup. D'abord, je l'ai dit une fois, je suis pas absolument contre qu'on commence à préparer les investitures. Pourquoi pas ? Il y a des sortants et la tradition, c'est qu'on les renouvelle quand ils veulent être candidats à nouveau. Sauf que cette fois-ci, il faudra beaucoup de candidates femmes. C'est extrêmement important, et pas simplement parce qu'il y a une amende à la clé. Et puis surtout, il faudra que le candidat qui gagnera les primaires ait une certaine marge de manœuvre après les primaires pour composer sa future majorité. Vous voyez, tout ça, c'est un peu de la cuisine interne. Ça veut dire que dans les jours qui viennent, vous allez tout faire pour que l'UDI participe ? Oui, j'ai écrit à Jean-Christophe Lagarde pour lui dire que moi j'étais prêt au dialogue. Mais surtout, il faut bien revenir toujours à l'essentiel. Est-ce que l'électorat, les Français de la droite et du centre, au sens large, parce qu'on peut s'adresser aussi aux déçus du hollandisme, il y en a beaucoup, ou à ceux qui ont voté Front National et qui sont en train de se rendre compte que c'est une impasse. Ceux-là, il faut les rassembler aussi. C'est à eux que je m'adresse. Des primaires réussies, c'est pas des primaires avec les 250 000 adhérents des partis de droite et du centre. C'est des primaires, je crois qu'il y a eu des sondages là-dessus qui montrent que 10% du corps électoral français sont prêts à aller voter aux primaires. Ça fait plus de 3 à 4 millions d'électeurs. Donc c'est la cible. Il faut faire voter beaucoup d'électeurs. Et je préfère vous dire que partout où je passe, on me dit partout comment on va faire. Et la première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faudra la carte du parti ? Et ma réponse est non.
J'appartiens à un parti et j'en suis fier. Et donc, si vous voulez prendre la carte, vous la prenez. Mais on ne vous demandera pas la carte du parti pour aller voter aux primaires. Ce n'est pas des primaires des Républicains. Elles sont organisées par une haute autorité indépendante qui a son propre statut, ses propres personnels, son propre budget, ses propres référents dans les départements. On est en train de mettre en place les bureaux de vote. Et vous allez voir, ça va marcher. Ce sera combien si ça marchait? 3 millions? Oui, c'est très bien, 3 millions. 3 millions, c'est bien. Vous signez pour 3 millions. Alors, Brice Tinthirier de l'Institut Ipsos, vous avez étudié dans le détail la popularité d'Alain Juppé. Elle est solide, on le voit sondage après sondage. Non, Fillon dit qu'elle est... Ah non, pardon. Non, c'est celle-ci. Il parlait de la France, pas de l'image que vous aviez de la France et la façon dont il fallait la réformer, pas de votre popularité. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Vous pouvez nous faire un petit topo de la popularité d'Alain Juppé, force et faiblesse? D'abord, Alain Juppé fait partie de ces très rares personnalités qui obtiennent environ 50% de jugements positifs, en tous les cas l'acquiescement d'un Français sur deux, et il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, en niveau, c'est très élevé. Il distance son principal rival aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, dans les courbes de popularité d'une 20aine de points. Il est très soutenu, très apprécié des sympathisants UDI, Modem et également socialistes, où vous êtes la 5e, 6e personnalité, suivant les mois, la plus appréciée des sympathisants socialistes. Chez les sympathisants LR, en revanche, dans votre propre famille politique, vous êtes un peu devant Nicolas Sarkozy, mais suivant les mois, là aussi, les choses sont plus resserrées. La bonne nouvelle, c'est que pour les primaires, là pour le coup, vous semblez distancer aujourd'hui en tous les cas Nicolas Sarkozy dans un corps électoral qui réunirait 3 millions environ, on va dire, d'électeurs et qui serait composé non seulement d'électeurs LR, mais également d'électeurs, pour une petite partie, de gauche ou centristes. Chez les sympathisants LR qui iraient voter donc dans ce corps électoral pour la primaire, en revanche, ils choisissent, les LR, ils choisissent d'abord Nicolas Sarkozy. Donc les choses ne sont pas, loin de là, totalement fixées. Si en revanche vous remportez la primaire, vous êtes très bien placé pour remporter la présidentielle, mais on sait, vous, moi et beaucoup de gens, que c'est un parcours encore loin et qui est semé d'embûches. Vous en avez vraiment conscience de ça, Alain Juppé, ou de temps en temps, quand même, quand vous regardez les sondages, vous dites jusqu'ici tout va bien? Non, vous me parliez de ma montre tout à l'heure, là je regarde le temps, on est le 20 mars 2016. J'ai absolument conscience qu'on est le 20 mars 2016. Ça veut dire que c'est encore fragile. Et qu'on n'est pas au mois de mai 2017. Un sondage, c'est pas M. Tinthirier qui dira le contraire, c'est une photo à l'instant T, encore que quand ça dure, voilà, c'est un film, c'est plus une photo, mais c'est extrêmement fragile et ça peut se retourner. D'ailleurs, les expériences passées montrent que ça peut changer très rapidement, soit en fonction de considérations externes. Vous savez ce que disent les sarkozystes? Ils disent en gros, Alain Juppé, c'est Balladur 94. Oui, un jour, M. Balladur m'a dit, mon cher Alain, est-ce que ça ne vous vexe pas qu'on vous compare à moi? Je lui ai dit, non, ça me flatte. Ça me flatte. Je voudrais simplement faire remarquer que M. Balladur était un petit nouveau dans la politique. Hein. Moi, j'ai mené beaucoup de batailles politiques. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales et je n'ai gagné presque toutes les campagnes électorales. Donc j'ai une certaine expérience et les comparaisons ne sont pas toujours raison. C'est une comparaison, pour le coup, je crois, très spécieuse. D'abord, Édouard Balladur était Premier ministre dans un gouvernement de cohabitation, donc il y avait une fragilité. Ensuite, il est rentré dans l'arène politique. Vraiment, la comparaison n'est pas adaptée. C'était un argument politique en interne, vous le savez bien. Il y a d'autres fragilités. Je crois que Nicolas Sarkozy soutenait M. Balladur. Il y a d'ores et déjà 2 ou 3 fragilités qu'on peut discerner, même si le film semble bien orienté. D'abord, vous vous tassez un peu depuis le mois de janvier. C'est-à-dire en janvier, il y avait beaucoup de visibilité. Vous aviez fait vos propositions sur l'État régalien et votre niveau a plutôt tendance à se tasser et à se rééquilibrer chez les sympathisants LR entre vous-même et Nicolas Sarkozy. Et puis, l'intensité de votre popularité, c'est-à-dire quand on regarde les jugements très favorables, n'est pas si élevé que cela. Elle est aux alentours de 10%. Il y a 10% de Français qui ont un jugement très favorable sur Alain Juppé. Alors quand on se compare, on est toujours plus satisfait parce qu'elle est plutôt 3 ou 5% pour la plupart des autres hommes politiques. Alors on a vu les bonnes et les mauvaises nouvelles. Brice Tinthirier, est-ce que vous avez des questions et une question en particulier à poser à Alain Juppé? Oui, moi j'ai une question. Bon, globalement, on se dit Alain Juppé, forte popularité, très bien. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Enquête après enquête, une gigantesque crise du politique qui ne cesse de s'accentuer. En même temps, les Français savent ce qu'ils voudraient. C'est-à-dire ils reprochent des tas de choses aux hommes politiques, mais ils nous disent qu'il faudrait interdire le cumul totalement, il faudrait de la parité, il faudrait des tas de choses. Et il faudrait également que gauche et droite parviennent à s'entendre et à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc cette coalition des réformateurs qui est attendue par énormément de Français, des hommes de bonne volonté, comme disait l'autre, est-ce que vous êtes prêts à la mener ? Comment est-ce que vous pensez que face à une crise du politique aussi gigantesque, on pourrait continuer, même si vous avez été élu, comme ça, avec une majorité de droite, comme on le fait depuis 30 ans, droite, gauche, et on voit bien où on en est aujourd'hui?
D'abord, qu'il y ait ce rejet ou ce discrédit de la classe politique en général, j'en suis parfaitement conscient. Et sachez que c'est parfois un petit peu difficile à vivre pour les hommes politiques. Se sentir mal aimé, vilipendé, méprisé, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pas un phénomène exclusivement français, mais enfin, il est particulièrement développé chez nous. Il y a une exception, fort heureusement, ce sont les maires. Hein. Parce qu'on les voit, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils sont proches et parce que ce sont des constructeurs et des bâtisseurs et des faiseurs, si je puis dire, au bon sens du terme. Donc c'est peut-être cette proximité qu'il faut aussi rétablir. Il est difficile de répondre à votre question parce que tout dépendra de la façon dont se passera l'élection présidentielle. Si l'élection présidentielle est un match au deuxième tour entre un candidat de la droite et du centre et puis une candidate, par hypothèse, un candidat ou une candidate du Front National, il est évident que ça amène à un contexte politique tout à fait nouveau. Oui, mais moi j'ai compris en vous écoutant que vous vouliez rassembler, apaiser, réformer, que vous diriez pour cela dans la méthode, dans un des points de la méthode, que vous annonceriez pendant la campagne, avant le scrutin, ce que vous feriez, avec qui vous gouvernez. Donc cette idée de gouverner avec des personnalités éventuellement... Non, j'ai pas dit ça. Non, mais est-ce que vous l'annoncerez si vous le faites? Est-ce que ça sera sur la table aussi? J'ai dit que j'annoncerai la couleur sur mes programmes de réforme. J'ai même l'intention de préparer une dizaine ou une quinzaine d'ordonnances, parce que je pense que sur certains sujets, il faudra agir vite et que le processus législatif est très, très long. Les ordonnances, c'est un outil constitutionnel parfaitement... Après, est-ce que j'annoncerai un shadow cabinet, comme tout le monde le demande? C'est pas dans la tradition française. On verra bien. Et c'est pas aujourd'hui, au mois de mars 2016, que je vais me lier là-dessus. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez qu'après l'élection très particulière de 2002, de Jacques Chirac, rien n'a été fait, justement, sur la recomposition d'une majorité d'idées de réformateurs de droite et de gauche? Ce que je viens de dire il y a quelques instants va dans ce sens, visiblement. Oui. Quand je dis que mais c'est une occasion manquée, c'est ça, je veux dire. Oui, mais enfin, ça c'est le passé. Il ne faudra pas la manquer la prochaine fois si les choses se présentent dans le même esprit. Regardez ce qui se passe, ce que fait Xavier Bertrand, ce que fait Christian Estrosi. C'est vrai que ça dessine un contour radicalement différent. Moi, je ne crois pas aux réformes institutionnelles. Quand j'entends parler de la 6e République et que je demande ce que c'est, je reste toujours sur ma faim. Ça, c'est une manie française de changer la Constitution. Non. Les vrais problèmes, c'est l'emploi des jeunes. Les vrais problèmes, c'est les équilibres budgétaires. Le vrai problème, c'est l'avenir de nos systèmes de retraite. C'est pas de savoir si on va changer le mode de scrutin, mettre de la proportionnelle ou je ne sais quoi. Donc revenons au vrai problème. Oui. Donc si on revient au vrai problème, on reste, si je comprends bien, dans un système de la 5e République avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours et avec des affrontements gauche-droite assez classiques. Vous n'envisagez pas pas forcément. Changer les règles du jeu pour favoriser l'adhésion à la réforme? Non, la proportionnelle, c'est un poison. Hein. Tous les pays qui l'ont pratiqué ont mis beaucoup de mal à s'en défaire, parce qu'une fois que c'est fait, c'est très difficile de faire voter autrement, et je n'irai pas dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconstituer des majorités d'idées. Hein. Moi, je gouverne Bordeaux depuis 20 ans, majorité, minorité unie dans le même gouvernement. Donc, vous voyez que ce n'est pas étranger à ma culture. Alors, merci beaucoup, Brice Teinturier. Nous allons passer aux questions des téléspectateurs. À vos questions. C'est moi qui vous les ai les questions. Qu'est-ce qui distingue votre projet politique de ceux de vos concurrents à la primaire? Lisez-les. Allez, il faut aider ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. Je ne vais pas passer en revue mes propositions et celles de mes compétiteurs. D'abord, je ne les connais pas tous. Tous ne se sont pas exprimés. Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, n'a pas annoncé la couleur. Il y a un doute sur le fait qu'il soit candidat? Je ne sais pas, ça c'est une décision qui lui appartient, je pense qu'il le sera, mais enfin, c'est à lui de le dire. François Fillon a fait un livre, Bruno Le Maire vient d'en faire un. C'est aux électeurs et aux électrices de comparer et de juger. Je pense que la comparaison se fera d'une part sur les projets et d'autre part sur les personnes. Le choix d'un président de la République, c'est le choix d'un programme, c'est le choix de l'homme ou d'une femme, naturellement. C'est quoi la méthode Juppé? Vous l'avez définie tout à l'heure quand je suis arrivé. Alors, c'est quoi? D'après vous, c'était de faire une campagne soft. Et d'après moi, ça c'est le style. Le style Juppé, c'est la méthode Juppé. Et ma méthode, je l'ai rappelé, c'est apaiser, rassembler, réformer. Je l'ai dit, c'est écouter d'abord. Vous avez observé que mes 2 livres ont été construits selon le même module, et le 3e le sera aussi. D'abord, donner la parole aux Françaises et aux Français. J'ai lancé des consultations. Qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet? Et j'ai essayé d'en faire mon miel. Et je vais continuer comme ça. D'ailleurs, une des questions que je me pose, et c'est ça qui me paraît plus important que de changer la Constitution ou le mode de scrutin, c'est comment on transfère au niveau national les mécanismes de démocratie participative
participative qui existe au niveau local. Dans une ville, vous ne faites plus rien sans engager une concertation avec les riverains, avec les associations. Et c'est une méthode qui est extrêmement efficace, parce qu'une fois que le diagnostic a été posé et que le consensus est réalisé, le projet se fait. Eh bien, on a beaucoup de mal à transférer ça au niveau national. Comment on fait? Alors, on dit il y a le référendum, c'est un peu l'arme atomique pour écraser la mouche. Il y a peut-être les méthodes nouvelles, les plateformes collaboratives qui vont permettre de régénérer la démocratie. C'est ça, je crois, qui sera le vrai changement. Le numérique va aussi changer la démocratie et pas simplement l'éducation ou la santé. Alors, mettriez-vous en place le septennat unique? Non. Vous imaginez que la première réforme que je vais proposer aux Français après les élections, c'est de foutre un bordel pas possible dans les institutions en disant on va repasser au quinquennat, au septennat. Arrêtons de bricoler les institutions. On a un quinquennat et on se met au travail sur les vrais sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Comment peut-on se vouloir sensible à l'écologie tout en étant un fervent défenseur du nucléaire et de l'exploitation du gaz de schiste? Oh, je ne suis pas un fervent partisan de l'exploitation du gaz de schiste. Vous voyez comment on dénature un peu les choses. J'ai dit dans mon émission Les Paroles et les Actes il y a 2 ans que j'étais pour un pôle d'expérimentation pour voir ce qui se passait. Je n'ai pas demandé qu'on exploite le gaz de schiste. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup en France. Ce qui réglera le problème. Sur le nucléaire, tout le monde est absolument conscient que dans les 50 ans qui viennent, nous aurons un mix énergétique avec du nucléaire, avec des énergies renouvelables qu'il faut massivement développer et avec surtout des politiques d'économie d'énergie qui peuvent être extrêmement efficaces. Donc c'est parfaitement conciliable avec mes convictions écologiques, si on peut les appeler comme ça. Êtes-vous pour ou contre une intervention militaire en Libye? Je suis résolument contre le déploiement de troupes françaises au sol. On ne va pas se fourrer dans un guêpier. La Libye est un pays extraordinairement compliqué. On va se trouver entre Tripoli et Benghazi, entre les tribus libyennes. Non, je crois que là aussi, il faut appuyer à fond les discussions qui sont en cours et qui peuvent peut-être aboutir sous l'égide des Nations Unies pour trouver un processus de réconciliation politique et sortir du chaos actuel. Dernière question très vite. Comment vous entendez-vous avec les leaders du centre? Très bien. Tous? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Bon, merci beaucoup Alain Juppé, merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. La semaine prochaine, à votre place. Je m'entends très bien aussi avec les leaders des Républicains, dont je suis. Compris. Vous avez compris. Et la semaine prochaine, à votre place, ce sera justement Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Belle soirée sur France 5.